Merci beaucoup. C'est le fait d'aborder ce sujet de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est en exercice, je crois qu'on est au cœur de la formation initiale aussi, parce qu'on ne peut pas se désintéresser de la façon dont les gens qu'on a formés exercent leur métier. Alors c'est peut-être le cas dans tous les domaines médicaux, mais si on ne le fait pas en médecine, c'est un problème quand même de représentation. Et puis merci pour la notion de passerelle, hein, parce que pour l'information de chacun, les projections de l'adresse sur l'âge de départ à la retraite sont actuellement de 72 ans pour les médecins. Je crois qu'ils n'ont pas fait encore la distinction entre les différentes spécialités. Donc, je vais faire très rapidement la réflexion qu'ont eu les collèges de spécialité chirurgicale autour de cette question que c'est la chirurgie. C'est un questionnaire en ligne qui a été validé au préalable, qui a été adressé par chaque président de collège à 15-25 chirurgiens représentatifs de sa spécialité. Au total, on est arrivé à 259 réponses. Réponse qui était anonyme, sauf pour des données démographiques, et toutes les réponses étaient de façon obligatoire, qui a été ouverte sur une période de 2 mois. Il n'y a pas de question de taux de réponse ou autre, puisqu'en fait, il fallait avoir un certain nombre, il faut arriver à la saturation des réponses, ce qui a été le cas. Donc, 259 chirurgiens qui ont répondu, représentatifs en termes de sexe et d'âge, tout mode d'exercice, public, privé, et environ la moitié qui avaient des responsabilités sur le plan pédagogique. Et on leur a posé 5 questions. Je commence par les 3 premières questions. Dans les différentes composantes de votre pratique quotidienne, quelles sont les différences que vous percevez entre votre exercice et celui d'un médecin exerçant une activité médicale non interventionnelle? Différence médecin-chirurgien. Dans votre pratique quotidienne, percevez-vous des différences entre votre exercice et celui d'un chirurgien exerçant une autre spécialité chirurgicale? Différence entre chirurgiens. Et vous avez croisé au cours de votre carrière des chirurgiens que vous avez considérés comme des modèles. Qu'est-ce qui les différencie des autres chirurgiens? Qu'est-ce qui, pour un chirurgien, est le modèle de la chirurgie, sachant que, qu'on le souhaite ou non, on est tous des modèles pour d'autres. Voilà. On est un modèle. Bon, pas bon, c'est une question. Vous avez vu que chaque fois, cette question, c'est ancré dans l'expérience. Ce ne sont pas des questions théoriques, mais on leur demande à un moment donné, voilà, ils reçoivent le questionnaire, votre, vous, c'est ancré dans l'expérience. Et ce qui est assez magique dans ce genre d'enquête, c'est que les gens répondent dans des situations différentes. Ils avaient passé une bonne journée, une mauvaise journée, ils avaient vu juste avant un patient, un administratif, un autre collègue, et donc ils racontent des choses très diverses. Alors, il y a eu donc 259 répondants qui ont répondu par 583 mots ou expressions clés. Et à ce moment-là, le travail consiste à regrouper ces mots, essayer de dégager des thèmes, et puis de formuler une hypothèse. Donc voilà, très rapidement sur la première question qui est, dans votre pratique quotidienne, est-ce que vous percevez entre votre exercice et celui d'un médecin? Voilà ce qui émerge. Ce qui émerge, c'est qu'il y a des contextes de la pratique quotidienne dans lesquels les chirurgiens perçoivent des différences avec ce que font les médecins. C'est le cadre de travail, la notion de temps, on y passe beaucoup de temps. Je survole vraiment les notions, mais on y passe beaucoup de temps. Il y a plusieurs espaces, c'est une activité multisite, multitâche, qui ne se passe pas au même endroit. Ça, c'est une différence. Le lien avec le patient, il est décrit comme particulier, immédiat, intime. Toute la notion qu'on perçoit bien sur ce lien extrêmement particulier. La nature du traitement, il est manuel, il se fait sur un plateau, c'est forcément une équipe, il est radical, il est immédiat, il est à la fois en première ligne dans les urgences, il est en dernier recours pour certains cancers ou d'autres pathologies, il est soumis à un aléa et à des risques. Et comme ça a été souligné à l'instant, ça a un impact sur le médecin, physique et psychique. Il y a quand même des données quantitatives sur la douleur que ressent un chirurgien le matin lorsqu'il commence une intervention. De mémoire, c'est derrière la chirurgie, de mémoire, c'est 60% qui ont des douleurs qui cotent à plus de 5 sur une EVA. Donc, retentissement physique, psychique, la responsabilité de leur prise en charge, l'engagement qu'ils ont vis-à-vis du patient, et puis une notion particulière également, la réputation qu'ils remettent en question chaque jour et à chaque fois qu'il faut quelque chose. Et tout ça, ça crée des contraintes, ils le perçoivent comme des contraintes. Ces contraintes, elles sont multiples, elles sont spécifiques, et ils ont le sentiment qu'elles sont méconnues et ignorées par leurs patients, par les autres médecins et par les administratifs. Et tout ça aboutit au fait qu'il y a des qualités qui différencient, ou pour pouvoir faire cet exercice, c'est ce qui était dit un peu tout à l'heure, qu'il faut des qualités, que ces qualités requièrent une formation particulière et que du coup se crée une forme de
culture chirurgicale. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, on voit la proposition qui a été faite tout à l'heure de dire il y a ces qualités qui sont l'adaptabilité, le fait d'agir vite, et faire en sorte que, au fond, ces qualités-là qui ont été développées au cours d'une formation très longue et d'un exercice qui est également long, peuvent être utilisées dans d'autres domaines que la chirurgie. Et c'est l'une des conclusions d'ailleurs à laquelle aboutit le texte de Michel Mondin et Benoît Schleimer, qui sont deux doyens qui sont en charge du dossier sur le deuxième cycle. Très rapidement encore, le modèle. Qu'est-ce que c'est que le modèle en chirurgie? Donc, toujours 259 répondants, 611 mots ou expressions clés. Là encore, très rapidement, c'est un homme ou une femme qui s'appuie sur des outils et sur une démarche et qui, à côté de ça également, a deux notions qui en compte, c'est sa maîtrise et l'image qu'il donne. Si on rentre dans le détail, l'homme, la femme, une personne humaine déterminée dans son action. En fait, ce qui sort également, c'est la notion de normal, une personne normale. Son image, c'est le charisme, l'exemplarité, le leadership. Ses outils, c'est des connaissances, une expérience, une gestuelle. Et juste pour faire une remarque par rapport à l'intervention du CNJC tout à l'heure sur le côté technique, là encore, on se rend compte qu'il y a probablement un décalage dans la représentation et la réalité. C'est-à-dire qu'en début de cursus, on est très impressionné par le côté technique. En fin ou en cours de cursus, c'est vraiment pas l'élément qui sort en premier. Donc, gestuelle, une méthode, une intelligence au sens de compréhension des choses et de compréhension de l'environnement. Sa démarche, c'est une ouverture d'esprit, une transversalité, l'éclectisme. Ce qui est dit, c'est des gens qui auraient pu faire autre chose que de la chirurgie. La notion de transmission qui est essentielle. Et c'est la maîtrise des émotions, du temps, du contexte, de la spécialité, d'une équipe. Encore une fois, c'est un survol. Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, petit 1, ça ne différencie pas le modèle en chirurgie du modèle qu'on peut avoir d'un médecin. Il y a des études où ils ont regardé un petit peu ça. Ça ne différencie pas l'image qu'un étudiant peut avoir d'un modèle. Là, je vous rappelle qu'il s'agit de chirurgiens évoquant d'autres chirurgiens. Et ça ne se différencie pas non plus d'autres grands principes. Et ça, c'est une première curiosité parce que ça ne colle pas avec la représentation qu'a le grand public ou dont les non-chirurgiens, les médecins, les associés, avec le modèle en chirurgie. Deuxième chose, c'est qu'un modèle peut s'exprimer dans un environnement qui est donné. Et donc, il faut que l'environnement soit favorable pour qu'un modèle puisse exprimer toutes ses composantes et toutes ses qualités. Et l'impression qu'il y a, c'est que peut-être que le modèle a évolué et ne permet pas aux chirurgiens de développer ou de mettre en avant ou de pouvoir percevoir toutes ces qualités dans l'environnement qui a évolué pour des raisons qu'on connaît tous, les contraintes d'administration. Et ça renvoie à quand même il y a une génération de chirurgiens qui a été confrontée au fait qu'ils avaient un patron qui avait un environnement et des prérogatives et qu'au moment où ils sont arrivés en exercice, en fait, tout ça était tombé et avait été perdu. Alors, dernier point, toujours sur vol, il y avait deux autres questions. La dernière fois qu'un étudiant vous a dit qu'il veut vouloir choisir votre spécialité, à quels critères avez-vous pensé pour juger s'il avait les qualités non gestuelles requises et les traits de caractère appropriés? Et deuxièmement, question inverse, mais posée simultanément, et les réponses ne sont pas toujours symétriques, parce que c'est une autre facette. Il arrivait qu'un étudiant que vous connaissez vous dise vouloir faire chirurgie et sollicite votre avis, quel trait de sa personnalité vous ont parfois fait penser qu'il serait préférable qu'il, elle, s'oriente vers une spécialité non chirurgicale. Réponse à la première question, certaines réponses. Aucun, question sans réel sens. De quoi s'agit-il? On ne peut pas juger honnêtement à cet âge. Ils, elles, ont tout le temps de changer ou d'évaluer. Tout s'apprend. Je ne donne pas l'avis à l'étudiant. Nous formons des professionnels, pas des copains. Ça, c'était à peu près 5% des réponses, des répondants. Deuxième question, aucun. Alors, qu'est-ce qui ferait un critère pour ne pas? Aucun, difficile à évaluer, difficile d'orienter, rien de spécifique qui ne pourrait s'appliquer aux spécialités non chirurgicales. Je ne peux pas arrêter quelqu'un sur un trait de caractère. Question sans intérêt, question sans objet. Cette question n'a aucun sens. Qui a rédigé cette question? L'auteur du questionnaire est-il chirurgien? En gros, c'est moi qui l'ai rédigé. Et jamais eu ce cas. Ça, 10% de réponses. Ça pose... alors, c'est une minorité, mais quand bien même c'est une minorité, ce qui est dit est tout à fait légitime.
dans la recherche qualitative, on n'exclut aucune réponse. Donc, c'est tout à fait légitime. Et ça pose la question de la place d'un enseignant ou d'un professionnel en exercice dans l'orientation d'étudiants. Et j'invite les étudiants à exprimer le moment venu leur position sur ce point. Est-ce qu'ils trouvent illégitime ou non qu'un senior intervienne d'une façon ou d'une autre dans ce qu'il suppose vouloir faire? Alors ensuite, il y a par contre, il y a des réponses qui a apporté l'information. Ça, c'est la réponse à la question. Il y a des traits peu compatibles. Là encore, je survole. Il y a des critères. Il y a l'attitude, par exemple, le refus de contrainte, la non-disponibilité, les gens qui manquent un peu d'abnégation, les individualistes, le caractère, personnes trop introverties, par exemple, les émotions, fragilité. Ça va même jusqu'à dire quelqu'un qui a un environnement familial un peu instable va peut-être être un peu malheureux en chirurgie. Le manque d'empathie sort de façon caricaturale, c'est un critère pour ne pas faire chirurgie. La tonicité, voilà, il faut avoir une résistance. La pensée, les gens trop intellectuels, trop confus. Les prises de décision, l'incertitude, la lenteur, la peur, la malhonnêteté. La notion de gens qui auraient un déficit sensoriel, évidemment. Mais ce déficit sensoriel, ce n'est pas que la vue, c'est le toucher aussi, c'est la proprioception, la crainte de la tenue. Donc tout ça fait que ça serait peut-être des critères qui inciteraient des chirurgiens à dire à un étudiant « réfléchis à 2 fois avant de te lancer là-dedans ». Les critères en faveur des qualités requises. Alors il y a ce qui sort en premier, la motivation. C'est la motivation, ce qui est dit, mais ce qui est avéré, ce qui prouve qu'il est motivé. Les appétences, médicales, pas que chirurgicales, c'est très général, manuel, technique, appétence pour le bloc, appétence pour le travail, des dispositions, des capacités, des aptitudes, des dispositions du corps, de l'esprit, du mental, la volonté, l'humaine, disposition humaine. Là encore, la partie extensive détaille toutes ces notions, des capacités de travail, d'acquisition, de compréhension, de réflexion, de travail en équipe, et des aptitudes à prendre des décisions, à agir et trouver des solutions, bref, à utiliser ces compétences. Et donc, si on résume, on peut dire peut-être qu'il y a des traits, des qualités et des traits qui sont nombreux et qui sont variés. Est-ce qu'ils sont spécifiques? Est-ce qu'ils sont plus nombreux que dans d'autres spécialités? Je ne sais pas, mais j'invite, ça pour le coup, les autres spécialités à faire ce travail, à engager cette réflexion. 2, ces qualités et traits relèvent du monde sensible, pour une part, et du monde intelligible, d'autre part. Et donc, on comprend bien là, quand je dis monde sensible, monde intelligible, le monde sensible, c'est, voilà, il a de la motivation, il a des appétences, voilà. Le monde intelligible, il faut comprendre les choses qui sont derrière. On comprend bien que du coup, il puisse y avoir des incompréhensions de non-chirurgiens vis-à-vis de chirurgiens, ou qu'il puisse y avoir des représentations qui soient erronées de la part de gens qui pourraient faire chirurgie. Ils peuvent paraître stricts et sélectifs, mais d'un autre côté, il faut se souvenir qu'ils s'articulent autour de 5 thèmes, la motivation, l'appétence, la disposition, les capacités, l'aptitude, qui sont en fait des balises qui n'ont pas à être présentes simultanément à ce moment-là, mais qui sont des balises pour pouvoir guider un choix. Et peut-être que l'aptitude essentielle, c'est au cours de toute une carrière, concilier ses qualités et ses traits, c'est-à-dire savoir mobiliser et utiliser ses dispositions, ses capacités, sans que ce soit remis en question, ses motivations et ses appétences. Je vous remercie. Peut-être un tout petit peu de temps, enfin s'il y a une ou quelques questions, on prend un petit peu de retard, mais d'un côté... Merci beaucoup Olivier de cette très belle première partie. Effectivement, je propose de mettre de consacrer un peu de temps à des questions. Qui veut prendre la parole? Monsieur... Juste là. Je vais féliciter les différents intervenants et poser une question à Olivier, mais tu y as quasiment répondu. C'était, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que des spécialités médicales, mais il faudrait que ce soit plusieurs spécialités médicales, parce qu'il y a probablement plus de différence entre certaines spécialités médicales entre elles qu'entre les spécialités chirurgicales. Pour voir parce qu'ils vont dire, par exemple pour le travail, ils vont dire aussi qu'il y a du travail, mais ça permettrait peut-être de sortir des choses qui sont spécifiques des spécialités chirurgicales.
Tout à fait, c'est vraiment une notion qui est importante quand on est en train de réfléchir à savoir comment essayer de regrouper des spécialités ou des orientations de matching dans le cadre de la réforme du deuxième cycle. Jacques Caton. Oui, merci beaucoup. Je voudrais aussi féliciter tout le monde parce que c'est un moment formidable. J'ai une question pour Madame Leport, parce qu'il serait intéressant, on n'a qu'une vision là des gens qui sont en plein hospitalier. Il serait intéressant de faire la même enquête auprès des privés, savoir si les réponses et si les attitudes sont les mêmes. Et deuxièmement, est-ce que vous avez envisagé aussi les gens qui travaillent à temps partiel à l'hôpital, qui sont assez nombreux et qui n'ont peut-être pas tout à fait les mêmes motivations et les mêmes réactions? D'une part, mon mari est chirurgien temps partiel à l'hôpital. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on a pris ce qu'on avait à disposition parce que justement, ça manque d'enquête, premier truc. Deuxième truc, il faudrait interroger Tours parce que lors d'un semestre d'échange à Tours, j'avais justement été surprise parce qu'à Tours, il y avait un système comme ça. Et j'avais vu un radiologue, c'est-à-dire que quand un interne voulait faire chirurgie, c'était son choix avec le rang, etc. Si les patrons de chirurgie où il passait pensaient qu'il était anxieux, il était malheureux, il ne serait pas bien, il commençait à discuter. Et de façon bienveillante, au cours de l'internat, c'était « mais est-ce que tu es sûr ? Parce que ça n'a pas l'air là de coller, etc. » Et pendant ce semestre, j'avais rencontré un radiologue qui avait commencé chirurgie, à qui les patrons avaient dit « t'es sûr ? Parce que quand même, tu ne vis pas pendant les gardes, etc. » Et disait « mais heureusement qu'on m'a dit ça. » Donc c'est drôle parce que ça remonte à 35 ou 40 ans. Donc ça a déjà été fait quelque part. Mais évidemment, le critère indispensable, c'est que ce soit bienveillant, super bienveillant, bien organisé. Mais... Bernard Cron. Oui, merci Monsieur le Président. À travers l'association des internes, puisque je suis leur vice-président, on a recueilli beaucoup d'enquêtes, etc. Nos internes sont malheureux, il y a eu beaucoup de suicides. Je crois qu'on ne les prépare pas à la formation pour être chirurgien. Je voudrais me retourner vers le passé, puisque les gens qui ont moins de 70 ans ne peuvent pas le connaître. On passait un concours, on peut être pour ou contre la sélection, c'est un autre sujet, mais le concours se passait au début des études de médecine, lors du premier cycle, et très vite on accédait à d'excellents stages, et on était débrouillé pour savoir vers quoi on allait s'orienter. Et à la fin de ces stages d'externat, on avait préparé le concours de l'internat, on avait appris la pathologie, la chirurgie et la médecine, et dès le début du deuxième cycle, on savait ce qu'on voulait faire, et c'est en cours de l'internat qu'on choisissait sa spécialité. Au départ, on pensait faire telle spécialité, et en fin d'internat, on changeait éventuellement d'avis. Je crois que le nœud gorien de la situation actuelle, c'est le premier et deuxième cycle. Je m'étais discuté longuement lors d'un déjeuner avec Jean Sibilia, il y a quelques années, qui était en dernière année de doyen, et malheureusement, on est parti dans un train qu'on ne contrôle plus. Et je crois qu'il faut, si on veut avoir des chirurgiens qui ont une bonne vocation, c'est lors du deuxième cycle qu'on doit pouvoir leur faire déjà les éléments. Et c'est peut-être le rôle des futures écoles de chirurgie qui sont à devenir. Voilà la question que je posais. C'est lors des études de médecine que le problème se pose. Alors, je vais répondre très bien. Vous avez tout à fait raison. Mais il faut comprendre que cette réforme a été mise en place du troisième cycle pour être en conformité avec ce qui se passait au niveau européen, parce que c'était totalement illisible. C'est-à-dire personne ne pouvait comprendre l'histoire des DESC, etc. La deuxième notion que je voudrais introduire, c'est que la France est quand même très particulière. C'est le seul pays, ou l'un des 7 pays, mais je crois que c'est ça, où ce sont les étudiants qui choisissent une spécialité et une subdivision. Partout ailleurs, c'est des étudiants qui sont choisis, qui sont recrutés dans une spécialité et dans une unité. C'est le cas en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Asie, etc. Donc, c'est parfaitement louable, ça a un historique et c'est très très bien, mais ça contribue à expliquer quand même un problème. C'est-à-dire que dans les autres pays, dans les autre modèles, l'étudiant est sélectionné sur un critère et à ce moment-là, il y a un filtre qui est fait. Et donc, c'est comment faire en sorte, tout en gardant ce modèle où l'étudiant choisit, voilà, et ben en fait, il puisse être aidé comme le sont directement ou indirectement les étudiants d'autres pays. François ? Je vais poser une question aux étudiants, parce que j'étais frappé de l'enquête très très intéressante qui montrait qu'il y avait quand même un déficit de
disons, d'environnement et d'entourage des internes par ceux qui sont au-dessus dans le questionnaire que vous avez montré. Il y a un point qui explique peut-être en partie, indépendamment des facteurs individuels, c'est que quand on regarde en France par rapport aux pays étrangers, notamment en Allemagne ou aux États-Unis, le nombre de seniors par rapport au nombre d'internes, voire de juniors, est beaucoup plus faible en France. Je veux dire, en France, moi j'avais fait des calculs à un moment donné, le nombre de seniors universitaires ou de PH dans les services dits universitaires était en moyenne le tiers de ce qui était en Allemagne ou aux États-Unis. Et donc, moi j'avais la chance d'être dans un service où on était 10 seniors, donc on n'avait aucune excuse si on n'encadrait pas bien les internes. Un service où il y a un PUPH ou deux PUPH et puis un PH, voire deux PH, et qui a un nombre d'internes non négligeable, compte tenu, si c'est un service qui travaille beaucoup, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Et je pense que ce critère-là, quand on en parle, j'ai eu plusieurs fois la possibilité d'en parler avec des différentes tutelles, ils disaient bah oui, mais par rapport à l'activité chirurgicale, c'est un problème majeur. Parce que pour encadrer un jeune, il faut y passer un certain temps. C'est pas en 3 minutes qu'on peut l'encadrer. Donc je pense qu'une des conséquences de ce rapport, ce sera peut-être sur le plan qualitatif d'insister sur ce point de vue, de la comparaison du nombre d'équipes. Moi, je me suis toujours battu pour que les équipes universitaires, comme d'ailleurs les privés l'ont fait, soient beaucoup plus nombreuses qu'elles ne sont actuellement. Et je pense que c'est important. Philippe, Oui. Philippe Montupet, chirurgie pédiatrique. Je voudrais d'abord remercier Marie Bouzig, la plus jeune des intervenantes, pour sa présentation extrêmement pertinente et complète, globale. Et lui poser une question parce qu'en début de l'exposé, elle a évoqué l'existence de forums des métiers de la santé qui existent dans plusieurs villes. Je voudrais lui demander à quoi faisait-elle plus précisément allusion, parce que justement, comme son exposé veut bien organiser la présentation de formation et de la spécialité, c'est dans plusieurs villes, quelles villes, comment, qui organise ça? Alors, je ne saurais honnêtement pas vous dire dans quelle ville précisément on peut retrouver des forums des métiers de la santé. Il faut savoir que ce sont des forums qui sont très souvent organisés par des représentants étudiants administrateurs de la NEMF en collaboration avec des enseignants, avec des professeurs. Et en fait, ce sont du coup des forums qui rassemblent des représentants de différentes spécialités médicales et chirurgicales dans ces villes-là et qui permettent donc des échanges privilégiés entre les étudiants et ces enseignants pour permettre aux étudiants vraiment de découvrir finalement sous tous leurs aspects par des discussions plus personnelles les spécialités qui sont représentées lors de ces forums. Je complète cette réponse qui est tout à fait exacte et qui se traduit dans les chiffres par le fait que lorsqu'on regarde les UFR, même pas par ville, par UFR, le pourcentage d'étudiants de deuxième cycle qui choisissent une spécialité chirurgicale, ça varie de 7 à 17%. Et c'est indépendant du rang de classement du palmarès de cette UFR. Ce qui montre bien qu'il y a certaines UFR qui développent un programme d'attractivité et de compréhension de la chirurgie, et tu faisais allusion aux UE tout à l'heure, et ça en fait partie, et d'autres qui ne le font pas. Et c'est 7 à 17%, c'est quand même... Jean-Luc Boulot. Peut-être une dernière question. Est-ce que j'aurais voulu demander à Olivier, est-ce que vous allez aborder le problème des relations des jeunes en formation et l'industrie pharmaceutique? Simplement un petit mot, j'ai été très frappé cette semaine à l'hôpital où je travaille, il y avait un labo qui faisait une présentation sur les anticoagulants, c'est des trucs extrêmement basiques. Et donc, il n'y avait que les seniors qui étaient là et on était en train de revoir toutes les prescriptions, les recommandations de l'ASFAR, etc. Et les internes n'avaient pas le droit d'être là parce que c'était un laboratoire. C'est un sujet qui va être spécifiquement abordé en fin de séance. Et comme la séance est encore un petit peu longue, je suis désolé, je vous propose qu'on passe à la